Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Bonjour et bienvenue à l'émission Vivre Ensemble. Mon nom est Jean-Marie Vianney et j'espère que vous vous portez bien. Et à cette émission de ce matin, nous allons recevoir Pamela Moubeza, donc une femme de la communauté, leader de la communauté, leader communautaire de la communauté, activiste et féministe en plus. Bonjour Pamela, bienvenue à l'émission. Bonjour Vianney. Alors, l'émission s'appelle Vivre ensemble, et puis dans la perspective de vivre ensemble, dans notre deuxième partie de l'émission, on va élaborer un peu plus sur votre vision sur le vivre ensemble. Et d'entre deux jeux, avec mes auditeurs, tous ceux qui sont en train de regarder, on se pose la question de savoir, mais Pamela Moubeza, c'est quoi le parcours? On aimerait te découvrir. Alors ça commence comment? Comment on se retrouve à Ottawa? Oh, c'est un long parcours, ouais. Effectivement. Je suis originaire du Burundi, ouais. Je suis activiste, je suis féministe, et puis au cours de mon activité au Burundi, il s'est fait qu'à un certain moment, des défenseurs des droits humains étaient à un certain moment confondus à des opposants politiques, ouais. Ce qui n'était pas du tout le cas, et puis à ce moment-là, on a été obligés de fuir. Donc j'ai dû fuir mon pays. J'en ai traversé un ou deux autres pays pour me voici ici à Ottawa. Mais ici aussi, j'ai pu quand même avoir la chance de poursuivre des études, de fréquenter beaucoup d'organisations et d'agir vraiment comme membre de la communauté ici à Ottawa. Il y a quelque chose que vous dites dans ce que vous venez de partager avec nous, activisme et politique. Il y a une confusion, des gens confondent activisme et politique. J'aimerais que vous élaguiez un peu là-dessus, dans votre parcours en particulier. Oui, la différence, c'est que nous, dans notre activisme, c'est qu'on on constate qu'il y a des violations des droits de la personne, ouais. Et on dénonce ces violations, ou on essaie de proposer des stratégies pour que ces violations puissent cesser. Ouais. Et bien, la différence avec les personnes qui sont dans les partis politiques, c'est qu'ils veulent peut-être faire la même chose, mais tout en cherchant à se faire élire et à avoir des postes politiques. Ce qui n'était pas le cas avec nous en tant que défenseurs des droits humains. Ouais. On ne cherchait pas des places politiques, on était là juste pour que la société puisse vivre dignement dans leurs droits. Dans leurs droits. Et puis, donc, ces manifestations poussaient les gens de l'autre côté à aller jusqu'où? Qu'est-ce qu'ils faisaient, par exemple? Qu'est-ce qu'ils faisaient pour traquer les individus, les personnes comme vous qui s'opposaient qui proposaient autre chose que leur tactique, quoi? Il y a des emprisonnements, des harcèlements, il y a des menaces, il y a toutes ces choses où on ne peut plus faire ton travail correctement parce que chaque fois c'est confondu. En fait, on pense que tu t'opposes au gouvernement alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est juste que tu voudrais que la population puisse jouir de ses droits. Ouais. Oui. Est-ce que c'est cette volonté de défendre les droits pour d'autres, est-ce que c'est quelque chose qui vous a été inné, légué par quelque chose? Ça commence comment? Je pense que quelque part c'est inné, mais en même temps il doit y avoir un élément, je dirais un élément qui provoque cette réaction. Ouais. Peut-être qu'une personne a vécu une situation de violence, peut-être qu'une personne vit une situation de violence, ouais. Peut-être qu'une personne voit cette situation autour de lui et la personne est indignée et veut agir pour changer les choses. Est-ce que vous pouvez partager juste parce que c'est imagé ce que vous êtes en train de dire, mais comme un des éléments, un moment temps fort de tout cet activisme-là, et puis des réactions, et puis de tout ce qui s'est passé autour d'un événement, par exemple? Oui, effectivement. Je peux dire, par exemple, qu'il y a une situation particulière. Par exemple,
On sait que tout le monde a le droit à l'éducation. C'est un exemple, c'est quelque chose que je fais dans mon travail au Burundi, c'est quelque chose que je faisais dans mon pays. Pardon. On sait que tout le monde a le droit à l'éducation. Ouais. Et on sait que tout le monde naît libre et égaux. Mais à un certain moment, on va constater qu'une fille, par exemple, qui a été victime de violences sexuelles, Ouais. une fille de 14 ans, de 15 ans, elle est mineure, elle tombe enceinte, mais il y a une réglementation scolaire qui l'exclut automatiquement de l'école. Alors qu'elle est victime. Alors qu'elle est victime d'un viol. Ouais. Donc c'est comme si elle est punie d'avoir été violée. Triplement. Oui. Pourquoi triplement même? Oui, et puis on la punit, on la chasse de l'école, elle est mal vue dans la communauté, elle est mal jugée, il n'y a même pas de mesure d'accompagnement. Et puis à un certain moment, les filles étaient obligées d'écrire des lettres Ouais. pour demander pardon, qu'ils ne vont plus le faire. Et moi, je posais des questions pour savoir, est-ce qu'elles demandent pardon pour ne plus être violées? Parce que je ne comprenais pas. Pourtant qu'elles étaient des victimes en fait. Elles étaient des victimes, Ouais. elles avaient besoin d'accompagnement, Ouais. elles avaient besoin d'aide. Tout le monde a De le droit à support, l'éducation. d'encadrement. Oui. Et puis en plus de traquer ceux qui ont perpétré ces Exactement. exactions. Oui. Et puis à ce moment, la honte n'était pas chez la personne qui a été violée, plutôt la honte était chez la personne qui a été violée et non sur l'auteur ou sur les violeurs. Le ou prédateur, la les personne criminels, je dirais aussi. Donc ça, ce sont des cas typiques, c'est clair, ce sont des choses qui arrivent tout le temps. Vous allez trouver des milliers de filles. Vous verrez qu'on peut vous dire que, par exemple, en 2019, 2018, il y avait environ plus de 10 000 filles qui ont abandonné l'école. Et parmi ces 10 000 filles, la plupart avaient abandonné l'école à cause des grossesses en milieu scolaire. Ouais. Et puis, il n'y avait pas aussi d'accès pour le jeune, d'accès à la contraception. Parce que tout était en fait contre les filles. C'est pour ça que, par exemple, moi, que je suis activiste. Parce que je ne comprenais pas comment une fille peut se retrouver quelque part et puis tout est contre elle. Pas d'accès à la contraception. Et s'il n'y a pas accès à la contraception, si tu tombes enceinte, on va te punir aussi. Exactement. Et puis on va te chasser. Donc, pas le droit à l'éducation, pas le droit Tu n'as droit presque à rien. Tu à n'es pas rien. une personne. Et là, puis, les familles de ces enfants, de ces jeunes, de ces femmes en devenir, comment elles trouvaient ces situations? Comment est-ce qu'elles se débrouillaient avec une réalité comme celle-là? mais nous vivons dans une communauté. On dirait que c'est soudé. Parce que si des parents, des fois, soutiennent leurs enfants, ils vont être la risée de la communauté aussi. Parce qu'on va dire, c'est vous soutenez quelqu'un de mauvaise éducation, de petite vertu. Elles étaient ostracisées même au sein de leur propre famille. Exactement, il y en a beaucoup. Par exemple, dans mon organisation, j'en accueillais plusieurs qui étaient chassées de chez elles, qui n'avaient plus où aller. Il n'y avait pas de shelter, c'est pas possible. Donc il n'y avait pas vraiment de système, il n'y avait pas vraiment un programme du gouvernement, par exemple, pour prendre en charge ce genre de personnes. Et dans votre organisme, alors, quel genre de projet vous faisiez avec ces... On les écoutait d'abord, Ouais. parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour les écouter, pour que quelqu'un puisse comprendre ce qui est arrivé, pour que quelqu'un puisse vraiment accepter que ça a été un viol, par exemple, ou ça a été un abus. J'en avais des jeunes filles que ce n'était pas de leur faute. C'était pas du tout leur faute. La grossesse, c'est pas un délit, c'est même pas puni par la loi. Mais ce qui pouvait être puni par la loi, c'était des actes qui ont été commis juste avant. Parce que la grossesse, pour moi, c'était une conséquence. C'est un résultat par rapport à quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a une raison en particulier pourquoi ces gens-là, je sais pas, est-ce que c'était des milices, est-ce qu'ils appartenaient, pourquoi est-ce qu'ils s'en prenaient aux femmes et à ces jeunes filles? Oh non, ça c'est vraiment global. Vous savez, les femmes en général, c'est à leur corps, on dirait que ça ne leur appartient pas, ça appartient soit à l'État, soit aux milices, soit à n'importe qui. Aux hommes. Même des bandits peuvent venir juste pour voler, mais arriver là, quand ils voient une fille, ils vont peut-être commencer par la violer parce qu'ils prennent ça comme quelque chose qui est comme le meuble qui est là, l'utilisation, on l'utilise d'une manière qui... Comme un objet pour eux. Comme un objet, oui, exactement. Donc ça c'est pas vraiment spécifiquement pour les milices ou peu importe, ce sont des choses qui arrivent tout le temps, chaque fois qu'il n'y a pas vraiment des mesures adaptées pour protéger les filles ou les femmes, ou chaque fois qu'il n'y a pas des mesures aussi en même temps pour que les filles puissent se sentir comme des humains ou des personnes à part égale ou vraiment des citoyens comme tout le monde pour être protégées. Je vous dirais par exemple que
dans mon pays d'origine, jusqu'à ce jour, les filles n'héritent pas. Elles ne peuvent pas devenir héritières tout. Des biens Des biens de leur famille. De leur parce famille que, ou des parents. Oui, c'est bizarre, tout le monde... Mais la Constitution est claire, tout le monde est libre et égaux, tout le monde a la même nationalité. Sauf pour les femmes. Non, c'est écrit, mais il y a une autre loi qui bon, il n'y a même pas de loi, d'ailleurs, il n'y a même pas de loi sur ça. Mais donc, c'est-à-dire qu'on se réfère sur le droit coutumier, donc, où les filles sont supposées aller se marier quelque part ailleurs, donc qu'elles ne sont pas... Elles sont pas chez elles, ni chez leurs parents, ni chez leur mari. Ouais. Elles sont chez elles nulle part. Oui. Mais ça doit être difficile de travailler dans ce genre de contexte. Où est-ce que vous gardez votre énergie, votre espoir, la flamme de continuer à se battre Il ne faut jamais lâcher. Hein. Chaque combat, c'est comme ça. Si je suis assise ici, c'est qu'il y a d'autres femmes qui ont combattu pour ça. Ouais. C'est toujours comme ça, c'est un processus, c'est pas quelque chose qui se fait en une seconde, ce sont des étapes, il y a des changements progressifs parce qu'en fait, au fond, ce sont des mentalités qui ne changent pas. Mm-hmm. Et oui, et ça se peut pas vraiment en un jour, ça prend du temps, ça vient pas juste comme ça prend du temps, c'est les lois là-bas, les mentalités, les conscientisations, mm-hmm. Oui, et puis à un certain moment, parce que c'est comme quelque chose qui se fait ensemble, ça change progressivement. Mais comment est-ce que vous, en plus, ça vous demande, vous êtes activiste, féministe, leader de la communauté, mais à quel moment vous choisissez quel genre de chapeau porter pour quel genre de situation? Je pense que je porte tous les chapeaux en même temps. Parce qu'à chaque fois, il y a cet aspect féministe qui doit agir. Ouais. Il y a cet aspect activisme qui doit agir. Il y a cet aspect communautaire qui doit prendre position. Donc, c'est en synergie, c'est un ensemble d'aspects qu'une action peut prendre. Oui. Avant d'aller à la pause dans quelques secondes, et depuis que vous faites ce travail, vous voyez quand même qu'il y a des choses vous êtes positive sur ce qui est en train de se faire ou d'avancer dans ce domaine-là? Oui, je suis très fière de ce qui se fait. Oui, il y a des avancées. Il y a vraiment des avancées. Ça, il ne faut pas le nier. Je vous ai dit, il me semble que je suis assise là. Ouais. Il y a un certain moment, les femmes ne pouvaient pas s'exprimer en public. Il y a un certain moment, les femmes ne pouvaient pas parler. Donc le fait déjà d'en parler, moi je trouve que c'est un grand pas. Mm. Oui, c'est une avancée. Parce que chaque chose, pour trouver une solution, on doit d'abord en parler. C'est la moitié de la solution en fait. Si on constate même un fait, le fait de constater, on est d'accord, on dit oui, ça existe. Ouais. Il n'y a pas de solution, mais ça existe. Les femmes afghanes n'ont pas de droit. Ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent pas parler, ils doivent se voiler, je ne sais pas. Donc, si déjà on en parle, ça commence, ça amorce. Oui, les résolutions, la solution commence. Exactement. Donc, le conflit est reconnu. Donc, c'est qu'on reconnaît qu'il y a une violation qui est en train de se faire. Ouais. Et à ce moment-là, on commence à chercher des solutions. Donc, en tout cas, avant, nous allons continuer la conversation à la deuxième partie de l'émission. Madame Pamela Moubeza, et merci encore de vous avoir donné ce portrait de la situation, les domaines dans lesquels vous travaillez. Vous qui nous suivez, on vous revient juste après la pause avec la continuité de notre conversation avec Pamela Moubeza, qui est activiste féministe et leader de la communauté dans la région de la capitale nationale. On vous revient tout de suite. Ne quittez pas après la pause. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique?
Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. Alors, je suis avec Pamela Moubeza, activiste, militante féministe et leader de la communauté dans la région de la capitale nationale. Pamela, dans cette deuxième partie de l'émission, j'aimerais qu'on parle de la notion de vivre ensemble et surtout, toi qui as une expertise au niveau de la réconciliation, de par ton parcours et du vécu et des activités que tu viens de nous expliquer, quelle notion tu dirais pour toi du vivre ensemble? Qu'est-ce que ça signifie? De vivre ensemble, c'est le mot en soi est clair. C'est-à-dire que tout le monde se sent chez soi. Ouais. Et tout le monde peut jouir pour avoir ses chances pour accéder, pour vivre dignement. Oui, c'est ça. C'est comme ça que moi je comprends le vivre ensemble. Je reconnais que tu es une personne, tu reconnais que je suis une personne. Et je vis ma vie, tu peux vivre aussi ta vie. Ouais. Ma vie ne fait pas ombre à ta vie et ta vie ne fait pas ombre à ma vie. Donc, on vit ensemble, il y a une synergie, il y a interaction, on s'entraide. Et puis, je dirais pas nécessairement s'entraider, mais savoir qu'on est au même endroit et que nous respirons le même air. Mm-hmm. La même air. Ouais. En tout cas, et donc, dans les situations, les réalités que vous nous avez décrites en première partie de l'émission, est-ce que vous avez l'impression que si on fait comparaison n'est pas raison, mais si on fait le parallèle avec cette notion que vous venez de définir du vivre ensemble, qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui a cloché pour que l'humain soit capable de se comporter de cette façon-là avec un autre humain? Ce qui manque, c'est l'égoïsme humain. Parce qu'il y a cette façon que les humains ont à pouvoir tout s'approprier. Je veux dire un exemple, de prendre un lion, de le mettre en cage, de le retirer de sa nature et de l'amener pour mon propre plaisir. Je le mets dans une cage pour regarder. Lui, le lion est privé de sa vie. Mais moi, je me sens satisfaite. Ouais. Mais il y a cet animal à qui j'empêche de vivre. Donc, c'est ça qui me manque, cet égoïsme pour avoir mon propre plaisir, j'oublie tout le reste. Donc, moi, je me fais acheter un oiseau et puis je le mets en cage. Exactement. Et juste parce que j'aime les perroquets, alors par exemple, et puis... je l'empêche de voler. Je suis content de ça. Oui. Oui. Pour moi, le fait que je lui donne à manger, je lui donne à boire, suffirait pour faire dans mon fantasme que ça, oui, mais il est à l'aise. L'oiseau n'a pas demandé ça. Alors qu'il a envie peut-être de voler, de faire d'autres choses. D'aller chercher lui-même, choisir des graines. Mais moi, je choisis pour l'oiseau. Et comment donc tu fais le parallèle, donc on a quitté le contexte africain burundais en particulier, on est ici à Ottawa. Est-ce que tu as l'impression que c'est la même réalité? Ou comment est-ce que tu transfères les compétences acquises ailleurs dans ta réalité quotidienne ici dans la région? Des fois, ce n'est pas très facile parce qu'il y a cette tendance d'immigrer avec tout le bagage négatif et positif. Et quand on arrive, on essaie de garder ça. Mm-hmm. On essaie de se mettre en petits groupes, isolés, quelque part, dans une autre communauté qui est là. Et puis, on essaie de garder... Des fois, ça pourrait être d'une part un peu positif, mais c'est aussi négatif parce que on ne vit pas vraiment ensemble. Ouais. Il y a des barrières qu'on crée nous-mêmes par rapport aux cultures. C'est pas un défaut. C'est pas un défaut de garder sa culture. C'est pas du tout un problème. Mais il faut que cette culture soit quelque chose qui vient ensemble pour valoriser déjà la culture qui est là. Ouais. C'est quelque chose en plus, pas que ce soit quelque chose qui nous sépare en fait. Alors les blocages
Si tu pouvais nous nommer un ou deux blocages, c'est par rapport à quoi? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que, d'après ce que tu nous racontes, tu nous dis qu'il y a cette perception que c'est un peu difficile, l'engrenage? Je dirais par exemple que il y a des difficultés qui sont peut-être liées au langage, l'expression, Ouais. comme la plupart peut-être n'arrivent pas à s'exprimer par exemple en anglais, et comme des fois on a besoin de s'amuser ou je sais pas, et puis c'est toujours facile peut-être de retrouver les gens de sa propre Communauté, ou sa communauté d'origine ou la pour communauté bien de base. parler, pour bien s'exprimer. Ouais. Mais ça aurait été aussi bien de partager son langage avec la communauté qu'on a trouvée sur place. Ça serait bien s'ils apprenaient à parler notre langue, par exemple. Donc, si je comprends bien, vous voulez me dire que le vivre ensemble n'est pas un refermement sur soi, mais c'est une prédisposition à s'ouvrir à l'autre. Exactement. C'est-à-dire que je gagne c'est-à-dire que je bénéficie ou je gagne ou je partage je partage tes joies, tu partages mes joies, on partage les valeurs. Ouais. Il y a cet échange, mais nos valeurs ne nous séparent pas. Ça crée pas. Il ne faut pas que ça crée une barrière. Il faut que ça soit quelque chose qui nous mette ensemble, en fait. Et donc, la nouvelle génération qui naît dans ce genre de contexte, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes optimiste que nous, les adultes, la génération adulte, on fait notre travail, au moins de leur passer quelques valeurs, quelques-unes des valeurs que nous sommes en train de discuter ici? Non. Ou comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Oui, c'est ça. Je pense que la meilleure des choses serait de chercher comment améliorer, puisqu'on a déjà compris que ce fait que je vais quelque part, je vais trouver par exemple un endroit où il n'y a que des Camerounais. C'est pas logique. On est quand même au Canada, on est ici, mais on va trouver qu'il y a un groupe de Camerounais qui vit dans un même endroit, dans une même circonscription. C'est un peu bizarre. Ouais. Ou bien vous allez trouver que les gens de telle communauté font un même travail. Ouais. Ils font un seul travail. J'en ai vu qui font uniquement le manicure. Donc, quand tu vas dans son domaine, il n'y a que des gens qui viennent d'une certaine communauté. Donc, ça me montre comme si les gens ne cherchaient pas où il y a des freins. Ce n'est pas toujours la faute aux communautés ou des personnes ici d'autres communautés qui arrivent. C'est aussi lié au problème d'avoir cet accès ou d'avoir cette ouverture. Ouais. Des fois, ce n'est pas vraiment notre faute. D'autre part, oui, on a aussi besoin de fournir de faire des efforts, mais aussi, je pense qu'il y a aussi d'autres mécanismes qui doivent se faire ensemble en place pour nous permettre vraiment de nous, je dirais, de nous inclure dans la communauté. Donc, création des opportunités, permettre aux gens qui ne sont pas aller chercher l'ouverture à l'autre. Et puis la possibilité de donner des chances. Des chances à tous, cette ouverture. Exemple simple, c'est le français. Hein. Les personnes qui s'expriment en français ont toujours ce genre de problème parce que on va vous dire que oui, c'est bilingue partout, mais pour nous, autres francophones, on nous demande d'être vraiment parfaitement. Il faut vraiment s'exprimer correctement en anglais. Vraiment, il y a l'adjectif parfaitement bien. Oui, mais alors que dans l'autre sens, pour ceux qui parlent en anglais, s'expriment en anglais, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. La plupart des emplois sont beaucoup plus... Oui, je comprends. Mais il faudrait cette ouverture, reconnaître aussi les autres langues. C'est reconnu, je le sais, mais mettre cette ouverture, nous permettre cette ouverture pour que les francophones puissent aussi faire partie intégrante de la communauté. Ouais. Et alors comme femme, je pense que notre société, qu'on veut ou qu'on ne veut pas, elle est encore trop dominée par les hommes que je suis. Et donc la place de la femme dans tout ce processus-là, comment est-ce qu'on pourrait continuer en plus, femme et noire. Donc, quand il y a plusieurs combinaisons qu'on peut ajouter, parfois le genre et tout, et la préférence sexuelle. Il y a tellement
d'enjeux qu'on peut ajouter, qui sont des enjeux de blocage, que parfois on se pose la question de savoir est-ce qu'il y a lieu de rester optimiste, est-ce qu'il y a de l'optimisme, il y a la lumière au bout du tunnel. On fait comment? Je pense que le Canada, c'est quand même le pays que je qualifierais de plus vraiment avancé dans son genre de situation. Par exemple, pour les droits des femmes. Mais comme je vous ai dit qu'on immigre avec nos problèmes ou nos soucis, c'est pas facile de faire retirer quelque chose dans la tête de quelqu'un qui a fait 30 ans de manipulation psychologique, par exemple. Quand la personne arrive ici, une femme ou un homme, l'homme Pardon. qui arrive ici, qui a toujours su, qui a été éduqué ainsi, qui avait une épouse en Afrique, qui ne sait pas, par exemple, cirer ses chaussures, qui n'a jamais fait ça parce que c'est pas... Avant, c'est sa mère qui le faisait, après, c'est son épouse qui le faisait, mais maintenant, la personne arrive ici et donc comment dire, la façon de vivre ici ne peut pas permettre que la femme soit vraiment ce qu'elle était avant. Ouais. Il y a des changements. Les contextes ne sont pas les mêmes. Le contexte qui change. Les responsabilités ne sont pas les mêmes. L'environnement n'est pas le même. Exactement. Les responsabilités doivent se partager. Absolument. Et à ce moment, cet homme, ça ne va pas être facile. Je sais, des fois, on trouve ça que ces hommes sont égoïstes, méchants. Mais il faut d'abord comprendre le contexte. Est-ce qu'il faut les amener ici? Est-ce qu'il faut les gens qui sont comme ça, est-ce qu'on doit choisir de... Ces hommes aussi ont besoin, en fait, je trouve qu'ils ont besoin d'accompagnement. OK. Autant que les femmes. Parce que moi, je peux venir en pensant que je suis fait pour ça. Je suis au service de l'homme. C'est comme ça qu'on m'a éduqué. C'est pas mon cas, hein, c'est pas moi. Je dis, c'est des femmes, des fois, immigrent avec ça et pensent qu'elles sont là pour mettre au monde des enfants, pour gérer le ménage, cuisiner, chanter pour le monsieur ou rien d'autre. Mais arrivé là, ici, la femme réalise qu'elle doit, par exemple, apprendre à lire. Elle doit savoir lire. Elle peut travailler, elle peut avoir un compte bancaire, elle peut oui, aller elle peut avoir mais pour accéder à toutes ces choses, quand même, elle a besoin aussi d'un minimum d'éducation, comme lire ou savoir lire. Ouais, au moins la certaine facture. éducation. Oui, même lire pour savoir quel bus, quel autobus prendre. Au moins ça. Et à ce moment-là, des fois, dans les couples, ça cause un problème. Ça cause une tension. Ça cause des tensions. Tout le monde a besoin d'accompagnement. Et tout ça, ça revient au même. Ça devient un frais, encore une fois, pour le vivre ensemble. Parce que peut-être les services sociaux peuvent agir d'une certaine manière, mais ça va peut-être toutefois comprendre le contexte. Il me reste quelque chose avant la fin de quelques secondes pour terminer. 30 secondes pour terminer l'émission. Une image que vous mettrez sur le mur pour le vivre ensemble serait laquelle ou le mot pour terminer en 10 secondes? Je pense que je vais essayer de trouver une image. C'est comme si... En quelques secondes. En quelques secondes. Le vivre ensemble, c'est vraiment l'inclusion. Voilà. L'inclusion. L'inclusion. Alors, merci encore et je vous remercie et vous souhaite de passer à la prochaine. Merci. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mardi, nous discuterons entrepreneuriat avec notre nouvelle chroniqueuse Marie-Chantal Baguilla. Par la suite, vous découvrirez la toute nouvelle exposition du Musée de l'Histoire du Canada intitulée Télé Enfants. Finalement, Éric Barrette nous parlera de l'animation culturelle offerte aux étudiants du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers.
Vous regardez TV Rogers, Ottawa.